son. Voilà. Il y avait un décalage. Pour ceux qui me connaissent déjà, je suis absolument ravie de vous revoir. Et pour toutes les personnes qui viennent pour la première fois, bienvenue avec nous. Donc, je suis aujourd'hui avec Karine Tessier, naturopathe. Bonjour. Bonjour. Oui, merci Céline, à toi. Nous allons vous parler aujourd'hui du trouble du spectre de l'autisme et de la santé intestinale. Je suis en train de voir. On va laisser quelques secondes là, que les personnes arrivent. Euh, ok. Pour l'instant, nous sommes 18 en ligne. Et bon, les gens vont arriver tranquillement. Je te propose de commencer. D'accord, je partage l'écran. Oui, vas-y, partage-nous l'écran. Tac. Et je mets en grand écran. Hop. Est-ce que vous voyez, tu vois Oui, mon écran oui, c'est parfait. voilà. Je vais juste baisser. Voilà. Très bien. D'accord. Je te laisse parler? Je démarre. J'y Oui, vais. vas-y. C'est parti. Alors, merci Céline. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de parler avec vous pour aborder le trouble du spectre de l'autisme et la santé intestinale. Donc, nous allons voir en premier qu'est-ce que concerne le trouble du spectre de l'autisme. On va voir quel est l'intérêt et pourquoi s'intéresser à son système digestif et apporter quelques clés de compréhension sur des notions que l'on peut entendre, qui peuvent être compliquées, et essayer de les simplifier le plus possible pour comprendre ce que c'est que l'axe principal microbiote intestin-cerveau, et de pouvoir y associer des clés de compréhension avec notre hygiène de vie et notre alimentation. Donc, juste en petite précision, pour cette conférence, je suis ni médecin ni scientifique spécialisé. Donc, ces explications ne valent pas les conseils d'un professionnel qualifié, mais par ma passion, je vais simplement essayer de vous fournir des explications non exhaustives pour aider à une meilleure compréhension. Merci beaucoup. Donc, qui suis-je ? Je suis Karine Tessier, donc naturopathe, et puis passionnée par les relations et les engrenages de notre corps, notamment par l'axe intestin-cerveau. Parce qu'en effet, suite à des problèmes de santé personnelle, je me suis tournée vers les médecines alternatives, et j'ai été interpellée personnellement par l'impact que pouvaient avoir quelques changements, notamment de mode de vie et alimentaire, sur ma santé et sur mon bien-être. Et du coup, j'ai cherché à comprendre et à en savoir plus sur mon fonctionnement, qui j'étais et quels étaient les impacts que pouvait avoir notre mode de vie, donc avec le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress et la gestion des émotions, sur les répercussions de notre bien-être. Je te laisse te présenter, Céline. Merci. Je suis Céline Pascolini, je suis coach et thérapeute. Depuis toute petite, je cherchais à comment faire pour arrêter de souffrir, et j'en ai fait un chemin de vie. J'ai été diagnostiquée avec un trouble du spectre de l'autisme il y a 9 ans, à l'âge de 36 ans, à la suite de la diagnostic de mes 3 enfants. Et comme mon centre d'intérêt restreint, c'est la psychologie, me suis formée dans le domaine. Et j'exerce aujourd'hui en tant que coach, en tant que thérapeute, et j'accompagne les personnes neurodivergentes et leurs familles de façon à adapter leur environnement à leur vie et à mieux améliorer leur quotidien. Voilà. Et avant de commencer pour la suite, je vais revenir sur qu'est-ce qu'un trouble du spectre de l'autisme, le TSA. Donc une petite définition rapide. C'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la façon dont une personne communique et interagit avec le monde qui l'entoure. Le diagnostic s'appuie sur
3 choses en particulier. Les troubles de la communication et de l'interaction sociale, les difficultés de compréhension, d'utilisation du langage non verbal, difficultés avec le second degré, l'implicite. Il peut aussi y avoir des difficultés à établir et maintenir des relations, à interpréter les intentions, les émotions des autres. Ah, il y avait une image, non, tant pis. Tout va bien. On peut retrouver aussi des comportements stéréotypés, comme vous allez me voir des fois, je peux faire un petit peu comme ça. Et le centre d'intérêt restreint, qui peut être absolument sur tous les domaines. C'est en général quelque chose sur lequel on revient, on revient. Parfois, ce centre d'intérêt restreint peut être à l'âge adulte, pas forcément ressenti, présent, pour des raisons, de l'enfance où on a pu interdire à l'enfant de passer du temps avec ou ce genre de choses-là. Je reviens sur les comportements des gestes stéréotypés. Je vous ai donné ça comme exemple, mais il peut y en avoir absolument tout plein d'autres. Et on peut avoir des difficultés dans la communication, même si on fait un live sur YouTube et que l'on peut être très sociable. Ça va être plus dans la compréhension et le maintien qui va être compliqué. Bon, j'ai fait des vidéos qui développent, bien ce qu'est, le spectre de l'autisme sur ma chaîne YouTube, dans les vidéos que j'avais déjà faites et je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus. Voilà. Je voulais revenir sur cette notion-là en particulier pour, bien que l'on puisse étayer la suite ensuite de la conférence. Je vais vous parler des comorbidités. Les comorbidités, ça désigne un problème, une présence simultanée de plusieurs troubles dans un même individu. Et là, en particulier, des comorbidités qui sont les plus fréquentes dans les personnes autistes. On retrouve souvent des troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH, la dyspraxie, la dyslexie, et tout plein d'autres encore. Les troubles psychiatriques, anxiété, dépression, troubles de l'humeur, stress, les troubles épileptiques, les troubles du sommeil, l'endormissement, maintien du sommeil, les réveils précoces, et les troubles gastro-intestinaux que l'on va aborder aujourd'hui. Alors, ce sont des troubles qui sont fréquents, ils ne sont pas obligatoires. C'est quelque chose qu'on a pu constater avec une forte probabilité, mais que l'on n'est pas obligé d'avoir. Donc, en fait, l'autisme, c'est un peu comme si on avait une personne avec une multitude de comportements et de troubles associés, mais chaque personne va avoir ses propres difficultés. Voilà. Et pareil pour les comorbidités, il y en a certaines personnes n'en ont pas, certaines personnes en ont plusieurs. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi ce sujet. Déjà parce que Hippocrate, comme le disait déjà, toutes les maladies démarrent dans l'intestin. Donc, comprendre le fonctionnement de nos intestins, ça permet de pouvoir avoir un champ d'action des possibles sur notre bien-être et sur notre santé. Donc, comme l'a bien dit Céline, je rappelle juste que l'autisme, c'est un trouble du complexe du neurodéveloppement et multifactoriel, et que l'Haute Autorité de Santé précise que l'on ne peut pas guérir des TSA. Cependant, les études nous montrent que les symptômes gastro-intestinaux amplifient les difficultés dues à l'autisme. Et donc, cette prise en charge et de pouvoir essayer de réduire et de comprendre nos symptômes gastro-intestinaux permettent d'améliorer différents troubles, qu'ils soient digestifs, métaboliques, immunitaires, anxieux et autistiques. Et du coup, en diminuant ces symptômes-là, on peut permettre d'avoir une meilleure sensation de bien-être. Donc, qu'est-ce que tout d'abord les troubles digestifs et pourquoi on appelle ça, donc, comme l'a dit Céline, des comorbidités fréquentes au TSA? Donc, principalement, on va avoir des symptômes comme la constipation, la diarrhée et des douleurs abdominales. Et les études montrent que les enfants autistes souffrent de symptômes gastro-intestinaux plus fréquemment que leurs pairs neurotypiques.
Donc là, j'ai recensé pour l'exemple trois études. Donc la première de 2020 qui montre 48% contre 18% des enfants autistes qui présentent plusieurs symptômes gastro-intestinaux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces études, cela montre aussi que l'augmentation des symptômes gastro-intestinaux est associée avec les comportements problématiques de ces enfants, tels que des comportements auto-agressifs, des plaintes somatiques ou la réduction de la durée de sommeil. Une autre étude en 2003 montre que 50% des autistes présentent au moins un symptôme de troubles gastro-intestinaux et qui sont également corrélés avec la sévérité des symptômes autistiques. Et en exemple, une autre étude de 2019 montre que 70% des enfants avec TSA souffrent de troubles gastro-intestinaux contre 28% chez les enfants neurotypiques. 70%, c'est énorme. Oui, alors après, voilà, c'est comme toute étude, ça va dépendre du nombre de personnes considérées. C'est pour ça que j'ai pris trois chiffres différents, 3 études différentes, mais qui montrent tous que, quel que soit un petit peu le chiffre, ça a un impact plus important chez les enfants avec TSA que sans. Donc, ça peut être une prise en compte à prendre dans une prise en charge globale. Donc, qu'est-ce que le système digestif? Son but, c'est de transformer les aliments que l'on va manger en nutriments, de pouvoir ensuite absorber ces nutriments et pour qu'ils soient utilisés par toutes les cellules et par tous les organes. Et ensuite, c'est d'éliminer les déchets de l'organisme. Donc, le système digestif, il commence par la bouche, il termine par le rectum, et c'est donc un ensemble d'organes interconnectés où chaque organe a un rôle spécifique avec la bouche, l'estomac, l'intestin, le foie, le pancréas, la vésicule biliaire. Et donc, aujourd'hui, on va faire un focus vraiment uniquement au niveau de l'intestin et du côlon. Parce qu'il y a beaucoup de choses et d'interactions, et donc on va se focaliser à cet endroit-là du système digestif. Pourquoi? Parce que c'est un écosystème qui est complexe et dynamique et qui a pour rôle de terminer la digestion. Donc, la digestion, elle commence par la bouche. Et tous les aliments qui ne vont pas être digérés et transformés en nutriments avant d'arriver aux intestins, c'est là que ça va se terminer pour être utilisé par tout le reste de l'organisme. Il y a quelqu'un qui a une question. Il demande, est-ce qu'il y a des études sur les adultes? Il y a des études sur les adultes? Sur les adultes? Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'études sur les enfants et très, très peu sur les adultes. Tu en as trouvé, Karine? Alors, je pense que doit y en avoir, mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus présentes chez les enfants. Toutes celles qui sont répertoriées sont plus faites sur les enfants. Mais en fait, le TSA en général, on trouve des études sur les enfants et dès qu'on arrive à l'âge adulte, pas forcément uniquement par rapport au microbiote, mais c'est vraiment une problématique au niveau de l'autisme en général et de l'étude de l'autisme en général. Donc, on est obligé de se focaliser, d'utiliser les études faites sur les enfants pour pouvoir un peu avoir des réponses pour l'adulte. Par contre, ce qui est vrai pour l'enfant est vrai pour l'adulte la plupart du temps. On est juste des grands enfants, en fait. Les problèmes que l'on identifie au niveau de l'enfance, c'est des choses qui perdurent à l'âge adulte. Peut-être qu'on arrive à le montrer différemment, mais on reste des êtres vivants. Le microbiote, comme les difficultés, sont toujours là. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, merci Delphine d'avoir posé la question. Oui. C'est important. Et j'espère que ça va bientôt changer, qu'ils vont nous étudier un peu plus à l'âge adulte. Pardon, Karine, on te rend la parole. Oui. Alors, attends. Pouc.
L'inconvénient du Alors, direct, il y a des petites oui, je alertes. suis désolée, il y a un orage et j'ai des micro-coupures, donc j'attendais juste que mon écran se stabilise. Ouais, c'est bon, on te voit bien. Désolée. Tu C'est peux bon, recommencer. on voit l'écran. Oui, très bien. Donc, je vais passer au fonctionnement, aux différents éléments qui vont être présents au niveau de l'intestin et du côlon. De manière générale, on va, par un petit peu abus de langage, utiliser les deux. Donc tout d'abord, pour parler de l'axe intestin-cerveau, on a dans nos intestins ce qu'on appelle un système nerveux entérique qui consiste en ce qu'on entend très souvent un intestin ou un deuxième cerveau, parce qu'on a énormément de présence de neurones qui sont présents au niveau de nos intestins. Et dans notre langage, on l'utilise également avec des phrases du type avoir des papillons dans le ventre ou sentir son ventre se nouer par l'effet de la peur ou du dégoût, ravaler sa colère, des fringales qui peuvent prolonger, nous taper sur les nerfs. Donc, pour donner un exemple, et pas un exemple, mais pour donner une représentation, les parois de l'intestin contiennent quand même 100 à 200 millions de cellules nerveuses, ce qui correspond à l'équivalence d'un cerveau d'un chien ou d'un chat. Donc, ça a pour capacité de produire des dizaines de substances qui sont également produites par le cerveau, comme par exemple les neurotransmetteurs, qui sont des molécules biochimiques qui sont véhiculées par les neurones. Dont par exemple la sérotonine, qui est connue comme étant l'hormone, le neurotransmetteur du bonheur, qui est synthétisée de l'ordre d'environ 80 à 95% par les bactéries intestinales. Donc, ça va avoir une action sur nos émotions, notre personnalité, nos choix. Et donc là, on voit bien que il est intéressant de se pencher aussi sur notre santé intestinale quand on a des problèmes aussi, des difficultés, des troubles psychologiques, parce que la synthèse s'effectue au niveau intestinal. Au niveau scientifique, comment les chercheurs ont mis ça en preuve expérimentalement? Ils ont utilisé des souris calmes, non stressées, et des souris agressives. Et puis, ils ont inversé le contenu ce que je vais expliquer après de ce que c'est que le microbiote. Ils ont inversé le contenu du microbiote intestinal de ces souris. Et ils se sont rendus compte que les souris agressives devenaient calmes et que les souris calmes devenaient agressives. Donc, ça montre bien que notre microbiote intestinal influence notre cerveau et notre comportement. Donc après, on parle de communication bidirectionnelle et qu'on a différentes voies entre le cerveau et les intestins. Donc, quels sont-ils? Donc, c'est vraiment un axe qui se fait dans les deux sens. Et on a deux premières voies qui sont la voie sanguine et la voie nerveuse. Donc, la voie sanguine va véhiculer toutes les molécules qui sont synthétisées par les bactéries, qui vont rejoindre directement la circulation sanguine en passant la barrière intestinale et qui vont avoir ensuite une action sur l'ensemble des organes et dont le cerveau également. Et puis, on a la voie nerveuse qui est présente principalement par le nerf vague et les neurones que l'on a pu voir, qui va être activée et qui va véhiculer tous les métabolites aussi fabriqués par notre flore microbienne. Et ensuite, on a deux voies immunitaire et endocrinienne qui correspondent donc la voie immunitaire correspond à les cellules immunitaires, la réponse immunitaire et inflammatoire qui va être aussi véhiculée par la voie sanguine ou nerveuse pour agir sur l'ensemble de l'organisme. Et la voie endocrinienne qui correspond aux métabolites qui sont fabriqués par les hormones et qui vont agir et moduler l'activité des neurones en passant soit par la voie sanguine, soit par la voie nerveuse.
Donc là, j'ai parlé du système immunitaire et en effet, en fait, celui-ci est aussi très présent dans le système digestif parce qu'il est localisé à 70% dans le gros intestin. Je vais pas développer plus cette partie ici, mais c'est intéressant à savoir pour comprendre la suite. Le microbiote. Donc là, je vais plus vous l'expliquer, faire un focus dessus. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le microbiote, ce terme en globalité? Ça représente un ensemble de micro-organismes qui va former un écosystème. Donc, ça va comprendre des bactéries, des virus, des champignons, des levures, des parasites, tout micro-organisme unicellulaire. Et en fonction de la localité de ce microbiote, on va avoir un environnement différent de micro-organismes. Donc, on va avoir des microbiotes qui vont être localisés au niveau cutané, oral, vaginal et intestinal. Et même au niveau intestinal et principalement au niveau du côlon, c'est là qu'on va en avoir le plus. Normalement, on n'en a pas forcément beaucoup de flore bactérienne au niveau intestinal, mais c'est surtout au niveau du côlon qu'on va en avoir le plus. En fonction de la localisation du côlon, on ne va pas retrouver le même type de bactéries. Et plus on va aller vers la fin du côlon, et plus on va avoir un microbiote très, très, très présent. Je vais vous citer des chiffres après. Et donc, chaque personne va avoir un propre profil, un petit peu comme un code barre, un ADN digital bactérien. Mais à la différence de notre ADN génétique, celui-ci peut évoluer au cours du temps, contrairement à notre ADN génétique. Donc, les facteurs qui influencent notre microbiote, ça commence dès la naissance en fonction du mode d'accouchement, de la diversification alimentaire, de notre génétique, de l'origine géographique, de l'antibiothérapie. S'il y a une antibiothérapie précoce, ça peut modifier notre microbiote, et puis de notre type d'alimentation. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que le microbiote se construit durant les premières années et ensuite il est fixe à l'âge adulte, comme on peut voir sur le graphique. Après, à l'âge adulte, il est fixe. Donc, cela implique que lors de changements de régime alimentaire, on peut moduler un petit peu notre microbiote, mais que si notre état, entre guillemets, ne perdure pas, on va revenir à notre microbiote de base. Donc, en gros, notre alimentation que l'on modifie pour avoir un bon microbiote, il faut le garder longtemps pour pouvoir justement faire perdurer les bénéfices de cette modification. Voilà, c'est vraiment tout un mode de vie qui est à mettre en place, à Voilà, perdurer. c'est pas ça reste fixe à l'âge adulte, on peut rien y faire. Non, non, on peut avoir une vraie influence en modifiant justement l'alimentation. Voilà, tout à fait. Donc, pour vous donner des chiffres, quand même, le microbiote intestinal et particulièrement dans le côlon, ça représente 100 000 milliards de bactéries, soit 100 fois plus que de cellules dans le corps, soit 1000 fois plus que de nombre d'étoiles dans la galaxie, ce qui correspond quand même à 1 à 2 kilos de notre poids. Donc, on a un tiers qui est commun à tous et 2 tiers qui est propre à chacun. Et donc, des études ont montré que, en fonction du profil du microbiote intestinal, on pouvait retrouver des profils identiques et spécifiques en fonction de certains troubles, notamment chez les personnes autistes, mais aussi dans d'autres pathologies comme l'obésité, la dépression, la prise de poids après l'arrêt du tabac. On va retrouver des profils identiques. Et donc, une étude de 2013 montrait qu'une diminution de la richesse de la diversité des bactéries intestinales était présente chez les enfants autistes. Donc, quel est le rôle de ce microbiote? Il a vraiment un rôle très bénéfique pour notre santé et il est indispensable à notre fonctionnement. Il nous permet de digérer les aliments,
tout d'abord par fermentation de toutes les fibres alimentaires qui vont produire des acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras à chaîne courte, ils sont très importants parce qu'ils vont permettre de servir de nutriments pour que les bactéries puissent synthétiser d'autres molécules, comme par exemple la synthèse de certaines vitamines, notamment celles du groupe K et B, et interviennent aussi dans le métabolisme, par exemple, du calcium et du magnésium. Et ça va permettre aussi de réguler le système immunitaire, de faire aussi une barrière protectrice. Ce microbiote, il permet de faire une barrière avant que les cellules, les parasites puissent rentrer à l'intérieur de la circulation sanguine et donc éviter d'avoir des réponses immunitaires inflammatoires. Et donc, ça a aussi un impact important dans notre santé mentale, puisque la digestion de ces aliments-là permet la synthèse de neurotransmetteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec par exemple la sérotonine et le GABA, qui vont influencer notre humeur, notre stress et notre comportement. Et puis également par l'axe intestin-cerveau, et donc les communications bidirectionnelles entre les deux. Donc, du coup, ces neurotransmetteurs sont fabriqués à l'intérieur des intestins et ensuite ils remontent au niveau du cerveau par les Voilà. voies que tu nous as présentées tout à l'heure. Exactement. Donc, la sérotonine, le bonheur, il donne aux intestins. Voilà. Entre autres aussi. Il y en a une petite partie qui est aussi fabriquée par le cerveau directement, et il y en a une partie, la principale est fabriquée au niveau des intestins. D'accord. Ensuite, je mets juste mon marqueur. Voilà. Ensuite, on a le mucus. Je ne vais pas trop aborder, mais je vais expliquer ce que c'est. Là, je vous ai mis une photographie pour représenter un petit peu la barrière intestinale. Donc là, on va avoir le microbiote et tous les aliments, les nutriments qui vont être à l'intérieur du système digestif. Et là, on va avoir le mucus qui va être un petit peu une couette protectrice, qui va être un environnement favorable au développement du microbiote et de toutes les synthèses aussi d'autres organismes, et qui va permettre de protéger les cellules de la membrane intestinale avant d'arriver à la circulation sanguine et donc à l'intérieur de l'organisme. Et donc maintenant, je vais faire un petit focus sur la muqueuse intestinale. La muqueuse intestinale, c'est donc cette barrière qui fait vraiment la barrière entre l'intérieur des intestins et l'intérieur de l'organisme. Donc elle sert donc à absorber tous les éléments nutritifs, dont les vitamines et les minéraux. Et donc elle empêche l'entrée aussi des agents des agents pathogènes. Donc pour absorber tous ces nutriments, elle est représentée comme sur la photo avec de nombreuses villosités. Donc déjà, les intestins et le côlon font énormément d'aller-retour, et pour avoir une très grande surface d'absorption, on a une représentation comme ça avec de nombreuses villosités. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque le microbiote est perturbé? Donc le microbiote perturbé, c'est ce qu'on appelle une dysbiose. Donc sur la photo ici, on peut voir un microbiote normal. Donc on va avoir une population qui va être bénéfique pour l'organisme. Donc là, en termes de quantité de bactéries et de type de bactéries. Et quand on va avoir une dysbiose, c'est qu'on va avoir un déséquilibre de cet écosystème bactérien en termes de quantité et de type d'organisme. On voit qu'on n'a plus le même type bactérien. Et donc, par exemple, il a été montré que dans des études, là j'en ai cité une de 2019,
qui montre que dans les enfants, toujours avec TSA, on a retrouvé une composition de microbiote intestinal différente et avec des niveaux élevés de certaines bactéries pathogènes comme les Clostridia, alors que les bactéries bénéfiques, comme les Bifidobacterium et les Lactobacillus, étaient réduites chez ces enfants-là. Du coup, lorsqu'on a un déséquilibre comme ça, on va aller voir ce qu'il se passe au niveau de la barrière intestinale. Donc, lorsque la barrière intestinale est tout d'abord normale, fonctionnelle, en bon état, on retrouve, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'intérieur du système digestif avec notre flore intestinale équilibrée, notre mucus, les cellules intestinales, la circulation sanguine avec les cellules immunitaires aussi qui seront présentes. Donc, avec un déséquilibre du microbiote, on va avoir une flore bactérienne qui va être différente et qui va altérer tout d'abord la barrière intestinale en altérant le mucus. Et du coup, on ne va plus avoir cette protection pour protéger les cellules épithéliales. Et du coup, les cellules épithéliales elles vont être un petit peu abîmées, altérées. Et elles vont perdre leur rôle de filtre. En fait, à la base, quand elles fonctionnent bien, c'est un petit peu comme un filtre à café qui va laisser vraiment passer les nutriments essentiels pour l'intérieur de l'organisme. Et du coup, c'est des filtres très fins pour passer tous les bons nutriments à l'organisme. Là, en altérant ces cellules-là, c'est comme si on passait d'un filtre à café à une passoire avec des gros trous. Et du coup, là, il y a beaucoup plus de nutriments qui passent, les bons, mais comme les mauvais. Et du coup, les bons sont aussi noyés dans la masse et du coup, on les absorbe moins bien. Et les mauvais, on va avoir plus présence de parasites ou d'antinutriments. C'est ce qu'on appelle et ce qui va augmenter la perméabilité intestinale. Celle-ci va devenir donc poreuse et favoriser le passage de molécules, comme on voit ici, dans la circulation sanguine. Du coup, en arrivant dans la circulation sanguine, il se passe que le système immunitaire va un petit peu s'emballer localement et va produire une réponse inflammatoire immunitaire en produisant ce qu'on appelle des molécules cytokines. Et du coup, ça va produire une inflammation qui va au début être locale. Et puis, au fur et à mesure, comme on a vu qu'il y avait énormément de connexions avec le cerveau ou les autres organes, on va avoir une neuroinflammation et donc une modification du fonctionnement cérébral et du coup, par conséquence, un effet sur la santé mentale et cognitive. Et du coup, ça influence aussi la santé en général. Voilà, ça influence la santé en général. Et donc, c'est très bien, parce que du coup, en général, on peut avoir, alors là, c'est des exemples de symptômes, ça ne veut pas dire qu'on va avoir tous ces symptômes. On peut en avoir un seul comme on peut en avoir plusieurs. On peut avoir ces symptômes-là sans que ce soit non plus cette cause-là qui en soit l'origine. Donc, on peut retrouver des problèmes digestifs, comme des ballonnements, des douleurs abdominales, de la diarrhée ou de la constipation, des reflux gastro-œsophagiens, des troubles cutanés comme de l'eczéma et de la démangeaison. On peut retrouver des troubles de l'humeur comme l'anxiété, la dépression, l'irritabilité, le stress ou des humeurs fluctuantes. Également, ça peut engranger de la fatigue chronique avec des difficultés au sommeil comme des insomnies, des troubles de l'endormissement ou des réveils précoces. Et je te laisse Céline nous expliquer aussi comment ça peut intervenir avec le TSA. Oui, tout à fait. Alors, quand on a un trouble du spectre de l'autisme, au niveau comportemental, on avait parlé tout à l'heure qu'il y avait des difficultés au niveau d'avoir de la communication fluide, de comprendre le second degré, d'établir des connexions, et d'avoir une vie épanouie de manière générale.
avoir un TSA ne veut pas dire ne pas réussir à communiquer, établir des relations et s'épanouir du tout. C'est juste que ça devient plus complexe dans le monde de tous les jours, le monde du travail, le monde familial, le monde social pour sortir, aller boire un verre dans un bar quand il y a beaucoup de bruit, c'est très compliqué. Tenir une conversation avec du bruit, si on a de l'hyperacousie, j'en ai pas parlé tout à l'heure, des hypersensibilités qui sont très présentes en fait. Et quand on a donc c'est pour ça que dans un TSA, on retrouve beaucoup de fatigue chronique, de fatigue d'être dans un monde qui n'est pas adapté, nous fatigue énormément, nous stresse énormément. Et le stress, du coup, fait partie de notre vie de tous les jours. On a des troubles du sommeil, plus ou moins, si on n'arrive pas à faire de la mélatonine comme pour certains. Beaucoup de personnes avec TSA se retrouvent avec, de l'anxiété, de la dépression, des humeurs qui varient. Bon, déjà qu'on a des émotions qui sont on-off, elles existent où, on est très joyeux, très triste. Alors, tout ce qui est dans dans le TSA se retrouve dans, le trouble du microbiote, en fait. Et donc, si on a un intestin qui va pas bien, qui a une dysbiose, qui provoque déjà des troubles de l'humeur, des fatigues chroniques et du sommeil, et que le TSA, avec le stress, on a du mal, donc tout cumulé, on va dire, bah, ça augmente les difficultés de communiquer, ça augmente les difficultés de manière, enfin, les difficultés de tous les jours. Donc, si on a un intestin sain, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus les difficultés, troubles de l'humeur, de fatigue et de sommeil. Par contre, ce sera dû à d'autres choses que les intestins. Là, si on cumule TSA et dysbiose, on cumule les deux, c'est la catastrophe, on a du mal à gérer. Voilà, donc on va dire que être bien avec un TSA, c'est un ensemble. C'est un ensemble de comorbidités sur lequel on va pouvoir travailler. Et si déjà on enlève celui-ci, ben c'est un plus. Tu passes à la série suivante, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Je parle du stress dans la semaine. Ah non, 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 après. après. Là, je D'accord. fais juste, je voulais juste faire un petit point et donner une petite clé sur une chose qu'on peut entendre autour du coup quand on s'intéresse à la santé intestinale et qu'on entend aussi par rapport aux troubles autistiques, c'est ce qui a trait au gluten et à la caséine par rapport au gluten qui est présent dans le blé et qu'on peut entendre qu'il pourrait, pourquoi pas, être intéressant de faire chez les personnes souffrant de TSA des régimes d'éviction. Donc, je voulais faire un petit point sur ça. Pourquoi une des causes qui évoque ça et pourquoi on peut en entendre parler. Donc, le gluten, c'est une protéine qui est retrouvée principalement dans le blé, le seigle et l'orge. Et la caséine, c'est une protéine qui est retrouvée dans les produits laitiers. Et donc, ces deux protéines, en fait, elles ont, entre autres, mais un des mécanismes qui là, intervient dans le microbiote et du coup que je voulais expliquer, elle va activer une enzyme qui s'appelle la zonuline. Et la zonuline, c'est une protéine, c'est une enzyme qui va réguler la perméabilité des jonctions serrées entre la paroi de la cellule intestinale. Du coup, lorsque la zonuline elle est libérée en excès, ça provoque l'ouverture des cellules épithéliales. Donc, un petit peu le même fonctionnement qu'on a vu sur le schéma précédent. Du coup, les cellules vont être disjointes et du coup, il n'y a plus d'effet barrière et du coup, des molécules parasites ou des aliments qui ne devraient pas passer vont arriver dans la circulation sanguine. Du coup, c'est vrai que c'est des études qui sont très présentes chez les personnes autistes parce que dès 1995, une étude, mais uniquement, je le précise, sur 36 personnes, avait été faite parce qu'il y avait un sentiment
qu'il y avait une aggravation des symptômes neurologiques chez ces patients autistes après la consommation de lait et de blé. Et du coup, c'est vrai que dans cette étude, il y avait un constat d'amélioration de ces symptômes après 8 semaines d'éviction et dans un cadre bien précis de l'étude. Mais du coup, qui a nécessité d'autres études et qui est toujours quelque chose aujourd'hui d'étudier et ou que les recherches se posent dessus. Donc là, j'ai relevé trois autres études, une de 2003, une de 2019 et une de 2020, qui représentent toutes la même conclusion, que les régimes sans gluten et sans caséine ont montré des effets positifs avec une amélioration des symptômes gastro-intestinaux environ chez 50% des enfants, c'est-à-dire moitié-moitié, et c'est-à-dire que ça montre que c'est un axe qui nécessite un encadrement qui est vraiment adapté à la personne et que c'est vraiment à prendre dans un ensemble global et que c'est une révision du mode alimentaire qui peut, dans certains cas, fonctionner et non pas forcément un seul ingrédient. Tout à fait et c'est vrai qu'il y avait eu un grand mouvement et c'est peut-être suite à cette étude de 95, je ne sais pas, mais j'ai entendu beaucoup de parents qui avaient mis justement leurs enfants, à un régime sans gluten. Voilà, c'est ce que tu disais, il faut faire très attention. C'est intéressant comme piste, mais c'est vraiment il faut être encadré. C'est pas juste que je retire le gluten et voilà, attention. Mmh. Voilà, Voilà, intéressant mais attention, c'est ça que tu essayes de nous dire? voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est intéressant, mais attention. Et puis aussi, quand on «supprime» entre guillemets un aliment, on supprime ce qu'il apporte, et donc il faut faire attention à le remplacer ou plus varier son alimentation que de supprimer complètement. Ça peut être de varier et d'apporter différemment pour en avoir moins, mais avoir toujours des apports, et du coup ne pas déséquilibrer aussi les apports bénéfiques d'un aliment que l'on voudrait supprimer, Donc par aussi les intolérances et les allergies. oui, à part intolérance et allergie, donc le gluten n'est pas à supprimer totalement, mais à moyenner au milieu du reste des aliments, en équilibre. Voilà. Voilà. Merci. Ouais, Donc attention, pas de régime en retirant sans être encadré. Voilà, en résumé. exactement. Donc ensuite, je vais vous parler des éléments qui vont perturber ce microbiote et cette barrière intestinale. Donc on va retrouver principalement l'alimentation. Donc ça va être dans l'alimentation tout ce qui va être riche en sucre, en graisse et en aliments transformés. Et pourquoi? Parce que cette alimentation, elle va favoriser la croissance de bactéries pathogènes au détriment des bactéries spécifiques et bénéfiques. Et du coup, ça va empêcher les bactéries bénéfiques de se développer, et les bactéries pathogènes vont, elles, plus se multiplier en présence de sucre, ce qui est le cas par exemple pour le Candida albicans, qui est assez connu et qu'on peut entendre parler lors du mot appelé dit candidose, et va créer un déséquilibre du microbiote. Oui, Donc, oui, pardon. c'est la photo tout à l'heure que tu nous as montré avec tous ces micro-organismes qui n'ont rien à faire là, en fait. Voilà. Non. Donc du coup, c'est l'importance de pouvoir identifier ces agresseurs potentiels. C'est une première piste côté après pratico-pratique pour pouvoir, du coup, si on élimine déjà ou qu'on modifie certains entrants alimentaires, ça va éviter de perturber notre microbiote après. Ce qui est également dans le même ordre d'idées que l'alimentation, on a aussi l'environnement.
qui est très présent avec l'exposition aux toxines, la consommation et l'exposition aux édulcorants, les émulsifiants, les pesticides, les additifs, là, qui vont réduire notre flore intestinale. Hein. Les pesticides, ça inhibe comme l'utilisation excessive des antibiotiques. C'est intéressant d'avoir des antibiotiques parce que du coup, ça élimine la flore pathogène, mais malheureusement, ça élimine tout, c'est pas sélectif. Donc, ça élimine aussi les bonnes bactéries. Donc, du coup, si on a une alimentation déséquilibrée, un environnement aussi qui est déséquilibré et que on a du coup une absence de flore bénéfique, la flore pathogène va d'autant plus se multiplier facilement. Et donc là, on peut créer ce déséquilibre. Ça peut aussi être créé momentanément ou plus ponctuellement lors d'infections gastro-intestinales ou des intoxications alimentaires. Les troubles du sommeil peuvent aussi également influencer notre microbiote et notre barrière intestinale, du fait que le sommeil, s'il est en moins bonne qualité ou quantité, le sommeil, il a pour rôle de régénérer toutes nos cellules. Donc, si on a une moins bonne régénération de notre cellule, de notre organisme, par conséquent, notre barrière intestinale et notre flore intestinale, elle ne va pas pouvoir se régénérer et se développer correctement. Donc, du coup, c'est un pilier à prendre en compte. Et on a également le stress chronique, qui est un pilier et qui peut modifier énormément ce microbiote. Je vais donner juste un exemple parce qu'il y en a énormément et je pourrais faire toute une conférence uniquement sur l'impact de ce stress sur notre microbiote. Mais on le voit par exemple juste par le fait que lorsqu'on est stressé, on peut avoir une modification de notre vitesse de transit qui va s'accélérer ou diminuer. Et du coup, cette vitesse-là, elle va aussi influencer notre composition et diversité de micro-organismes dans notre côlon. C'est aussi lors de la libération d'hormones comme le cortisol, l'adrénaline ou la noradrénaline qui effectuent le stress, qu'on va avoir des modifications aussi sur notre microbiote et notre perméabilité intestinale. Et Le stress chronique. Et du coup, oui, je te laisse. Oui, et le stress chronique, c'est quelque chose qui est couramment vécu chez les personnes avec autisme, notamment au niveau des surstimulations, donc au niveau des sens, que ce soit au niveau du bruit, au niveau du toucher. Ça peut être très compliqué pour certaines personnes. Et donc là, du coup, il y a automatiquement un stress qui peut se produire là où chez une personne plus neurotypique ou qui n'a pas ces hypersensibilités, du coup, ne le vis pas comme un stress. Et pourtant, c'est là, c'est présent, marcher dans la rue, être au milieu d'un groupe, ça devient très compliqué. Ça devient très stressant. Les incompréhensions sociales à répétition aussi, c'est extrêmement stressant. Quand on essaye d'avoir une communication fluide et qu'au final, on se retrouve sur des incompréhensions, sur des choses qui butent par moment ou simplement avec la résistance au changement qu'il peut y avoir. Je parle de gestion de l'imprévu aussi. Ça devient compliqué, c'est stressant de voir tout le monde qui bouge en permanence. Il y avait quelque chose, on avait une habitude, cette chose, elle a changé. Je prends souvent dans mes vidéos l'exemple de mon shampoing qui avait changé de packaging, qui avait changé de couleur et ce jour-là, j'ai dû lâcher mes courses, rattraper mes enfants, rentrer à la maison, je n'ai pas pu finir. C'est un stress énorme. Heu, quand j'ai eu besoin de shampoing, j'ai pas eu le choix, j'ai dû aller le chercher, je me suis fait une raison, j'ai fait le deuil, j'y suis allée. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'aime bien prendre cet exemple du shampoing parce que c'est vraiment quelque chose de la vie de tous les jours qui peut arriver, n'importe quoi et le stress est là. Il y a aussi le manque de repos adapté. On est là, on je et souvent,
par rapport à ce repos, j'aime rappeler d'une citation, je crois que c'est Moutron qui en parlait, qui disait: «1 heure de social pour 1 heure de temps seul». J'ai peur de je sais plus si c'est Moutron, j'ai peur de dire une bêtise, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, quand on fait des choses, on a besoin de repos, ce repos seul pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir continuer la journée. Mais souvent, on n'a pas le temps. Quand on a une famille, quand on a un travail à temps plein, bah, ce temps de repos, bah, il existe quasiment pas et c'est du stress supplémentaire qui se rajoute et donc du coup, bah, ça provoque des soucis du microbiote. Donc on a les soucis du microbiote, du mal à gérer le stress et du coup, ce stress influence aussi le microbiote et tout ça, c'est décuplé. Je crois qu'il y a des questions. Si je ne mange plus de gluten, céréales, pommes de terre, viande, poisson, laitage, souris, esclave. Oui, Yann. Il y a un équilibre à trouver au milieu de tout ça. Voilà. Oui, le temps peut être un stress également, particulièrement maussade. Je pense que vous parlez du climat. Oui, le temps peut avoir aussi une influence et bah, le temps qui change. Personnellement, vous parlez du temps, là, le temps maussade, quand il fait beau, c'est agréable, puis d'un coup, il pleut. Moi, j'ai un temps d'adaptation par rapport à ça. Puis quand je m'adapte à la pluie, il refait beau. Je fais: «Ah!» Ça provoque du stress chez certaines personnes, voilà. Donc bah, l'un dans l'autre, dans l'autre. Donc plus on a un mauvais microbiote, plus on stresse, plus on a un mauvais microbiote. Karine, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on prend en compte ce stress et on essaye de le gérer au maximum aussi, de prendre sa gestion, de le prendre en compte dans notre mode de vie aussi également. On a Il n'est pas à mettre de côté donc parce que alors pour adapter sa vie, c'est moi, pour adapter son microbiote, c'est Karine. Vas-y, continue. donc là, on va changer de sujet. Et Ah! donc là, je voulais juste vous apporter des clés de compréhension sur des termes qu'on peut utiliser, mais c'est pas forcément pour dire qu'il faut utiliser ça. Enfin, je vais y aller. Oui. Et pour donner des clés de compréhension sur, voilà, sur du vocabulaire qu'on utilise principalement sur les alliés naturels spécifiques au microbiote. Donc les micronutriments qui sont capables de moduler la composition et l'activité du microbiote de manière spécifique. Donc on a les probiotiques qu'on peut entendre parler. En fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bactéries vivantes qui permettent de coloniser et restaurer le microbiote intestinal. Du coup, on va en donnant de nouvelles, en apportant de nouvelles bactéries bénéfiques, on empêche la prolifération des germes indésirables. Donc, c'est des actions spécifiques, de souches spécifiques, sur des doses spécifiques. Et lors d'études, dans un cadre bien spécifique aussi, parce qu'il n'y a pas que ça à faire, il y a d'autres, il y a un écosystème à construire aussi autour de ça. Il y a des études qui ont montré que pouvait y avoir une diminution de la sévérité de l'autisme après une certaine complémentation en probiotiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être aussi à prendre en compte dans un cadre. Donc, en alimentation de tous les jours, où est-ce qu'on va retrouver ces probiotiques? C'est tout ce qui sera dans des alimentations, dans des aliments fermentés, comme le yaourt, les boissons, comme le kéfir, le kombucha, ou des légumes, les légumes lacto-fermentés, comme la choucroute, le cornichon ou la pâte miso. On va retrouver aussi, après avoir apporté ces nouvelles bactéries, il faut les nourrir et on les nourrit, ces bactéries, par des fibres qui sont appelées les prébiotiques. Donc ça, les prébiotiques, c'est vraiment les nutriments qui vont permettre de nourrir les bactéries grâce à des fibres non digestibles.
et qui vont permettre de se multiplier. Et de plus en plus, ces derniers temps, on entend aussi parler d'actibiotiques et de symbiotiques, qui sont des associations de pro- et prébiotiques qui permettent de faire les deux, c'est-à-dire d'apporter des bactéries spécifiques et d'apporter des fibres pour nourrir ces bactéries. Et donc, il a été montré, pareil, dans un cadre bien précis, dans une étude en 2019, que l'apport de ces pro- et prébiotiques pouvait aider à rééquilibrer le microbiote intestinal et diminuer les troubles gastro-intestinaux chez 42% de ces enfants. En termes pratico-pratiques, dans notre alimentation, c'est tout ce qu'on va avoir au niveau des fruits et des légumes. Donc, principalement de la banane, de l'asperge, du topinambour, de l'oignon, du salsifis, des artichauts, du panais, de la chicorée et du navet, par exemple. Et qu'on peut aussi retrouver dans des compléments alimentaires ou comme des mucilages qu'on peut entendre, par exemple, comme le psyllium ou la poudre de baobab. Donc, on fait de l'élevage de bactéries. Voilà, donc ça c'était vraiment pour expliquer ces termes-là qu'on peut entendre, mais c'est bien sûr dans notre alimentation, c'est pour ça qu'on nous conseille d'avoir des fruits et de manger des fruits et légumes pour pouvoir nourrir ces bonnes bactéries, les entretenir. Et puis après, lorsqu'on a des déséquilibres, il y a aussi toute la barrière intestinale à reconstruire avant d'apporter des probiotiques et après des prébiotiques pour les nourrir. Mais ça, c'est à faire dans un cadre spécifique. Donc, on va passer maintenant à un petit côté pratico-pratique. Comment prendre soin de son système digestif de manière globale? Donc, dans notre mode de vie en général, on peut voir que le contexte de vie familial et professionnel peuvent avoir un impact, principalement dans notre gestion du stress, aussi du stress chronique, qui va être un des piliers récurrents, comme on l'a dit tout à l'heure, à prendre en compte. On va avoir le mouvement avec l'activité physique qui est aussi à prendre en compte et trouver un équilibre pour pas qu'il soit en excès ou en absence. On va avoir donc le sommeil. S'il est perturbé en termes de qualité et de quantité, qui va être aussi important à prendre en compte pour avoir un équilibre digestif. Et puis aussi notre gestion des émotions, qui est important à prendre en compte. On voit que c'est vraiment les piliers de nos vies qui vont nous prendre en globalité, nous donner un système plus sain et avoir des répercussions sur notre bien-être. Au niveau de notre mode de vie alimentaire, c'est pareil, le contexte du repas, la durée du repas, comment il est pris, est-ce qu'on va mastiquer, est-ce qu'on va avoir des grignotages entre les repas, est-ce qu'on va consommer de l'alcool en excès, certains médicaments à répétition, et donc aussi connaître tous les agresseurs dont on a parlé précédemment, de dysbiose et de notre membrane, va nous permettre aussi de pouvoir prendre tout ça en compte comme axe d'amélioration. On a les notions et les études de chronobiologie et de chrononutrition qui sont intéressantes de pouvoir mettre aussi en relation. La chronobiologie, c'est les études des rythmes biologiques dans l'organisme en fonction des rythmes, par exemple, du rythme circadien des 24 heures. Notre organisme ne va pas synthétiser les mêmes molécules en fonction du rythme de la journée. Il y a plein de rythmes différents dans l'organisme et du coup d'adapter aussi notre nutrition en fonction de ces rythmes, ça va permettre de respecter nos besoins vraiment physiobiologiques de notre organisme. Ensuite, on va avoir aussi l'hydratation qui est quelque chose d'intéressant et d'important parce que ça va faciliter la digestion en aidant à dissoudre les nutriments et les minéraux de notre système digestif et faciliter leur absorption dans la paroi intestinale.
Et du coup, notre organisme a aussi besoin, nos cellules et de manière générale, on est constitué de 80% d'eau, donc on a besoin d'avoir aussi une bonne hydratation à prendre en compte. On a tous les entrants alimentaires à faire attention, que ce soit en termes de choix et de qualité de nos aliments. Pour donner un exemple sur la qualité de nos aliments, en 1950, on pouvait manger une pomme et en termes de qualité nutritionnelle, aujourd'hui, il nous en faudrait 100 pour avoir les mêmes bénéfices. Donc, du coup, c'est important de les choisir aussi pour essayer d'avoir la meilleure qualité nutritive de nos aliments pour pouvoir nourrir au mieux nos bactéries intestinales. À l'inverse, notre consommation de sucre, dans les années 1850, elle était de 3,5 kg par an par habitant. Or, aujourd'hui, en 2013, c'était montré à 35 kg par an. Du coup, on voit bien que notre consommation de sucre, elle a vraiment explosé. Et du coup, on n'alimente pas nos bactéries avec les mêmes nutriments. Et du coup, c'est ça qui développe des bactéries différentes. Et du coup, ces bactéries-là peuvent être plus pathogènes qu'initialement. Pareil que l'alimentation ultra transformée, du coup, qui va pas être reconnue par notre organisme, du coup qui va surstimuler notre système immunitaire, qui va être en plus une absence d'apport nutritionnel et qui peut engendrer aussi des carences et puis du coup aussi altérer et abîmer notre membrane, notre cellule et notre mucus. On peut avoir aussi la surconsommation de gluten, donc les produits contenant du blé, du seigle et de l'orge, et de la caséine avec les produits laitiers, donc en surconsommation, qui peuvent créer des intolérances alimentaires, qui peuvent créer du coup la surstimulation de cette enzyme, la zonuline que j'ai pris comme exemple, qui va augmenter donc l'ouverture des jonctions serrées, augmenter la perméabilité membranaire et du coup augmenter encore l'inflammation. Et comme je l'ai dit aussi précédemment, la présence nocive comme les additifs et les édulcorants. À l'inverse de tout ça, on a tout aussi l'alimentation qui est dite anti-inflammatoire et qui va réparer notre muqueuse. Donc ça va être toute une combinaison d'aliments qui va être intéressante là à mettre plutôt en priorité. Donc là, j'ai fait un tableau qui récapitule un petit peu cette alimentation qui va être bénéfique pour diminuer l'inflammation et favoriser une bonne santé intestinale. Donc, on va favoriser tous les légumes à chaque repas, ce qui représente 50% de notre assiette. Donc, c'est-à-dire à peu près 5 portions. Et une portion, ça représente la taille de la paume d'une main. Sur une journée. Et puis 2 portions de fruits par jour. J'ai cité et mis en avant les fruits rouges parce qu'ils ont un intérêt encore plus favorable puisqu'ils apportent des antioxydants qui vont réparer notre muqueuse intestinale et avoir des actions anti-inflammatoires qui sont encore plus importants et plus favorables pour nous. Du coup, les choisir aussi de bonne qualité pour avoir le maximum de nutriments bénéfiques en les choisissant du coup bio, sans pesticides, local et de saison. On va limiter les cuissons à haute température comme les barbecues et les fritures qui vont altérer les nutriments, qui vont les détruire, qui vont du coup éliminer toutes les vitamines et les minéraux. Et on va favoriser, si on le digère, les crudités et surtout les cuissons douces. En termes de protéines, on va limiter... Attends, un cuisson douce, cuisson douce, les cuissons à la vapeur. Voilà, ou à l'étouffée, ou... Donc, si on a un cuiseur vapeur, c'est parfait. Voilà. D'accord.
On va limiter les viandes rouges et les charcuteries et on va favoriser en termes de protéines les volailles, les œufs, les poissons blancs, les protéines végétales qu'on va associer les légumineuses avec des céréales semi-complets. Et puis, on va aussi favoriser les petits poissons gras de petite taille comme les sardines, les maquereaux, les harengs qui vont nous apporter en plus une source d'oméga 3 qui est vraiment important pour diminuer cet état inflammatoire. En termes d'huile, on va limiter les huiles qui vont être contenues dans des bouteilles plastiques ou transparentes ou qui vont être plutôt dites inflammatoires comme le tournesol, le maïs, le pépin de raisin, et puis toutes les graisses cuites, les margarines et tout ce qui va être aussi contenu dans les graisses de produits industrialisés. Et on va à l'inverse favoriser concernant les huiles d'assaisonnement, les huiles qui vont être riches en mélange d'oméga 3 ou les huiles de colza, de lin, de chanvre ou tout type de noix. On va les choisir vierges, de type vierge, de première pression à froid, dans des contenants en verre et on va les conserver au frigo. Ça va permettre de pouvoir maintenir au maximum la qualité de l'huile pour pas qu'elle s'oxyde. Et, En termes... Oui. pardon, et ce que tu m'avais expliqué pendant le suivi que tu m'as fait, c'est que, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait diminuer les graisses, et là, tu parles d'huile bonne. Mais ce que tu m'avais expliqué, c'est que ça favorisait le fonctionnement des cellules, l'huile, en fait. Donc, c'était à la fois, il faut faire attention, et c'est aussi indispensable. Voilà, en fait, il y a différents types de matières grasses. Il y en a qui vont être néfastes pour l'organisme et d'autres qui vont être bénéfiques. Donc, toutes les huiles transformées vont être néfastes pour l'organisme parce que elles vont la matière grasse, en fait, elle permet à la cellule d'être un petit peu fluide et d'avoir une élasticité et du coup de permettre la bonne communication des messages nerveux ou biochimiques. Et du coup, si on a la configuration de l'huile qui est dite trans, qu'on a dans les produits transformés, on va rigidifier en fait cette membrane et du coup, les messages vont être moins fluides parce que nos membranes de nos cellules vont être rigides au lieu d'être plus fluides et plus souples. Donc, à ne pas supprimer, mais à choisir la qualité. Voilà, à choisir la qualité. Oh. Et voilà, du coup, voilà. Ne pas favoriser les graisses cuites, les margarines, tout ce qui va être dit trans. Et du coup, à l'inverse, les huiles dites à oméga 3, les oméga 3, vont avoir un pouvoir anti-inflammatoire et vont permettre d'avoir cette fluidité. On parle aussi des huiles en oméga 6. Et en fait, c'est qu'on va retrouver dans l'huile d'olive, par exemple. Ces huiles-là donc, sont aussi présentes, sont aussi bénéfiques pour l'organisme, mais à un certain ratio. Aujourd'hui, ce ratio, pour qu'il soit bénéfique, il faudrait qu'il soit de 1 sur 4. Et aujourd'hui, en fait, le ratio moyen, il est de 1 sur 20. Donc, on a un déséquilibre d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc, c'est pour ça que l'oméga 6 est présent un petit peu plus naturellement dans notre alimentation. Et du coup, en augmentant notre apport en oméga 3 que l'on a moins dans notre alimentation, ça va permettre de rééquilibrer ce ratio-là. Donc, c'est pour ça que je vais plutôt insister et favoriser les huiles en oméga 3 pour pouvoir harmoniser ça. C'est pareil, les huiles, c'est aussi un sujet très, très intéressant parce qu'il n'y a pas un type d'huile et il y a plusieurs catégories. Et du coup, y en a qui vont être bénéfiques et d'autres un peu un effet négatif. Et du coup, c'est tout un équilibre à ajuster. Merci pour cette question.
Voilà, c'est sur ça. Et donc pour les huiles de cuisson, si c'est nécessaire, s'il y en a vraiment besoin, bah, c'est pareil, c'est que la cuisson va altérer, ces huiles et du coup, quand on va atteindre un certain degré, par exemple pour l'huile d'olive, ça va être 92 degrés. Donc ça va être intéressant de l'utiliser à faible température parce que du coup, au-dessus, on va transformer un petit peu sa configuration de l'huile et du coup, elle sera plus bénéfique, elle sera pas bénéfique pour notre organisme. Elle va être difficilement absorbable et du coup, là, elle va avoir des propriétés inflammatoires au lieu d'être anti-inflammatoire. Donc, il y a plein de nuances à pouvoir aborder dans les huiles. Et du coup, on va favoriser l'huile de coco ou de ghee et du beurre clarifié qui ont une température stable jusqu'à 120 degrés. En termes de céréales, on va limiter les céréales raffinées comme le pain blanc, le riz blanc, et on va favoriser plutôt les céréales semi-complètes. Et puis pour alterner avec les céréales de type de blé, on peut favoriser le sarrasin, le quinoa, le millet, l'amarante, le petit épeautre, qui sont plein d'autres types de céréales que l'on connaît moins par culture, je dirais, mais qui sont tout autant importants nutritionnellement et qui peuvent permettre d'apporter une variation dans notre alimentation. Il y a Et on a aussi... Pardon. J'ai une question à propos du pain. Oui, Il y a Alexandra qui demande du pain de Camut, est-ce bon? Personnellement, je ne sais pas ce que c'est que le pain de Camut, mais le pain de Kamut, c'est un autre type de céréales. Euh, c'est c'est une autre forme de blé qui est plus facilement, qui peut être plus facilement digéré par certaines personnes. Donc d'accord. ça peut être intéressant et c'est toujours intéressant d'alterner avec d'autres farines. Donc le kamut comme le petit épeautre contiennent du gluten mais dans des proportions moindres et du coup ça peut être intéressant pour des personnes qui peuvent avoir une sensibilité au niveau du gluten. Ouais. D'accord, parce que là, il y a Mick O qui me dit que c'est un cousin du blé et qui contient du gluten. Oui, oui, Ouais, c'est un cousin du blé et contient du gluten, mais mais c'est en moindre quantité, c'est ça. Ok. en moindre quantité et il va être moins transformé, il va y avoir moins de transformation. La problématique aussi du blé moderne, c'est que son ADN euh, est très modifié et que c'est sur aussi des cultures comme le kamut, le petit épeautre par exemple, on va être sur des cultures un petit peu plus ancestrales et qui vont avoir moins ces modifications génétiques qu'on va avoir fait pour amplifier les rendements en agriculture. Donc du coup, oui, on va avoir du gluten, mais autour de ça, on va avoir d'autres nutriments, d'autres protéines qui peuvent apporter un équilibre et une variation aussi dans l'alimentation qui peut être intéressant. Pas si ça répond à Oui, la question. je pense que ça a peut-être répondu à la question d'Alexandra. Miko me précise, j'ai une alimentation sans gluten et si je prends du Camut, j'ai le même mauvais effet que lorsque je prends du gluten, mais nous sommes tous différents. Bah, peut-être Voilà. que vous Ça avez... va dépendre Mm. Ça va dépendre des degrés et des tolérances. Hein. C'est sûr que sur des personnes qui sont vraiment intolérantes au gluten, c'est sûr que, et par exemple dans le cadre des maladies cœliaques, tout, vraiment là, le gluten, même le petit épeautre ne passera pas. Là, c'était sur des personnes qui avaient je parlais plus sur des personnes qui avaient une petite sensibilité ou pour donner une alternance au blé, au pain classique, que ça peut être une alternative. Mais bien sûr, quand on a une intolérance ou une allergie au gluten, ça passera pas. D'accord. Mm.
Merci. Et puis parfois, chez certaines personnes, ça peut passer dans une certaine quantité. Par exemple, une tranche de pain tous les 2 jours, pourrait passer, mais 2 tranches de pain tous les jours ne pourraient pas passer. Il y a aussi une notion de dose, quantité, qui peut aussi, intervenir dans ces phénomènes-là. Voilà. Donc pour continuer sur les céréales, ça peut être aussi intéressant de favoriser aussi les légumes céréales. C'est-à-dire c'est des légumes, mais qui vont se comporter un petit peu comme des céréales et qui vont nous apporter de l'énergie plus lentement au cours du temps, comme les patates douces, les petits pois, les betteraves, les carottes. En termes de produits laitiers, on va limiter les fromages et notamment ceux qui sont très gras. Et si on les tolère, on va favoriser les yaourts de chèvre et de brebis. Et puis, on va favoriser les aliments lacto-fermentés et les boissons comme le kéfir, qu'on peut aussi, dans certains cas, pour aider à développer les bonnes bactéries à faire dans certaines conditions. On va limiter les aliments très salés ou rajouter le sel de manière excessive. Et on va favoriser des épices comme le curcuma. Le curcuma est vraiment une épice qui est très intéressante pour notre santé digestive parce qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires qui sont très intéressantes. Et elle a un apport d'oxydants également qui va favoriser et aider au bien-être de la membrane. On va pouvoir également favoriser d'autres épices comme la cannelle, le cumin, le gingembre et toutes les épices aromatiques. Et puis on va diminuer naturellement tout ce qui est les bonbons, les barres chocolatées, les produits chocolatés, sucrés et tous les produits industriels. Et on pourrait favoriser à la place des graines de lin ou de chia, les oléagineux comme les amandes, les noix, les noisettes, les noix du Brésil et le chocolat noir supérieur à 80%. Qui vont être un apport là aussi de bonnes matières grasses et également d'antioxydants. Voilà pour toute cette partie pratico-pratique. Et donc c'est vrai que ça peut paraître très très vaste, hein, très grand et très qu'on peut se demander beaucoup de questions, de par quoi commencer et quoi faire, que ça peut être difficile de changer ses habitudes. Et puis, on peut se poser aussi quelles questions, quel impact cela va avoir sur ma santé, sur mon bien-être. Et du coup, c'est vraiment ça des changements qui peuvent être cas par cas et qui nécessitent un petit peu à individualiser. Il y a aussi une progression dans les changements à faire et un ordre en fonction des différentes problématiques personnelles que l'on peut rencontrer. Et puis, comme tout changement, ça nécessite vraiment d'y aller petit pas par petit pas, de prendre le temps de faire ces changements pour que ça devienne vraiment des modes de vie, que ça soit durable dans le temps. Parce que si on revient, entre guillemets, à un mode de vie initial, comme on l'a vu au tout départ, le microbiote de départ va revenir à son état initial et du coup, on va perdre l'effet bénéfique de notre changement. Le but, c'est pas non plus de mettre des contraintes, mais que ce soit vraiment adapté à son mode de vie, son environnement et à soi pour pouvoir le perdurer dans le temps. Voilà. Et je te laisse continuer, Céline. Oui, je vais faire un petit rappel. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, petit rappel, il n'est pas possible de guérir d'un TSA. J'ai un cerveau d'autiste, il fait partie de mon identité, il influence la façon dont je perçois ce qu'il y a autour de moi, je ne peux pas choisir. On est autiste, on vit autiste, et ça jusqu'à la fin de notre vie, en fait. C'est vraiment une continuité.
c'est un fonctionnement cérébral, c'est pas quelque chose qu'on peut guérir. Par contre, tu passes à la slide suivante. À la main. Voilà. Par contre, il est possible d'avoir une vie agréable et épanouie. Et comme je parlais tout à l'heure des comorbidités qui sont très importantes, on peut éviter les désagréments qui peuvent s'ajouter au TSA en travaillant justement sur tout ça, améliorer sa santé intestinale par l'alimentation adaptée et d'autres mesures est un axe majeur pour le bien-être, tout comme l'environnement favorable, adapté et un repos suffisant. C'est un ensemble parce que quand on est tranquille chez soi et qu'on n'a pas affronté le monde extérieur, le TSA, ce n'est pas un problème. Et quand on est dans le monde extérieur de chez soi et que les personnes sont bienveillantes et que l'environnement n'est pas bruyant, et ça glisse tout seul, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, l'environnement, la santé intestinale, le repos, c'est un tout. Un tout sur lequel on peut travailler et avancer, s'épanouir. Mm. Voilà, c'est pas un facteur unique. Tu changes ça? Je ne sais plus si j'ai écrit derrière des choses derrière. Derrière, j'ai mis quelques sources Ah, et oui. ressources si des personnes ont envie d'aller plus loin. J'ai cité quelques livres. Celui de Denis Richet, Comment le microbiote gouverne notre cerveau. Incroyable microbiote, voyage au cœur des étonnants pouvoirs de l'intestin de Julien Scanzi. Parle à mon ventre, ma tête est malade, le rôle du microbiote intestinal dans la santé mentale de Dimitri Jacques et Maud Gabriel. Et le charme discret de l'intestin, tout un organe mal aimé de Giulia Anders. Et puis, j'ai cité 3 sites internet qui expliquent le microbiote et le système intestinal. Donc, l'IEDM, Biocodex Microbiote Institut et EXDEN. D'accord. Voilà, donc je vous remercie tous et merci Céline pour ça. Avec plaisir. Je vais en profiter pour parler. Si Luberlu nous dit, par contre, en restant trop chez soi, en confrontant pas aux stimuli extérieurs, on augmente son intolérance, hypersensibilité. Il faut trouver le bon dosage. Oui, tout à fait. La question n'est pas de rester enfermé chez soi ou être tout le temps dehors. C'est vraiment un équilibre entre les deux. Par contre, augmente son intolérance, hypersensibilité. Je vais revenir sur cette notion d'intolérance, hypersensibilité. C'est qu'en fait, il peut y avoir aussi un niveau de stress trop important quand on est trop à l'extérieur qui fait que il y a une forme de résignation chez certaines personnes. Et donc, du coup, lorsque l'on diminue cette résiliation et qu'on commence à s'écouter, il peut y avoir aussi une augmentation de l'hypersensibilité à l'extérieur. Mais non pas parce qu'on devient hypersensible, mais parce qu'aussi on s'écoute. Et donc, du coup, en s'écoutant, il peut y avoir une augmentation de cette hypersensibilité. Comment expliquer? C'est comme un mur qui est tout sale, où on enlève toutes les saletés et que du coup, quand on projette de la boue sur le mur, on a l'impression que c'est extrêmement sale à nouveau. Ben, je le vois un peu comme ça, quand il y a une diminution de l'acceptation et de la résignation, quand à nouveau, il y a du bruit, ben on se rend compte davantage de ce qui nous dérange. Voilà, je le dirais plutôt comme ça par rapport à l'augmentation de son intolérance ou des hypersensibilités. Quelque chose à rajouter, Berlu, peut-être par rapport à ça? Ou pas. Il y a un décalage. De quoi? C'est pas instantané en fait. Ah, d'accord, il y a un décalage entre le live qui est diffusé et nous, d'accord. Merci Astrid, merci Nico. Et je vais en profiter pour donner mon propre témoignage après un an de suivi avec Karine et de modification alimentaire, il y avait du boulot. En attendant, si d'autres personnes ont des questions.
au tout départ, je pensais avoir suffisamment modifié mon alimentation pour être en forme. Et j'étais passée au bio, j'avais introduit les légumes, chose que je n'avais pas du tout avant. Ça faisait 2-3 ans où j'avais déjà eu tout ça. Et en travaillant avec Karine, j'ai pu mettre en évidence qu'en fait, j'avais pas le bon équilibre dans mes protéines, ni dans mes graisses, ou j'avais pas les bonnes graisses justement. C'est pour ça que j'ai mis l'accent sur les graisses tout à l'heure quand, il y avait le tableau sur Karine. Je pensais que les diminuer ou passer, juste, à l'huile d'olive, ça pouvait suffire et du coup, d'avoir, eu toutes ces informations que je n'avais pas et que j'y avais un rééquilibrage à faire, ça m'a permis de beaucoup avancer par rapport à ça et mes intestins, ils vont mieux surtout. Et pour reprendre l'image du mur, ce que m'a expliqué Karine, c'est que du fait qu'on a un bon microbiote et qu'on pouvait, on pouvait se permettre aussi des écarts de temps en temps, que ce n'était pas que de la contrainte tout le temps, manger bien, du moment que c'est ponctuel et justement équilibré. Et le fait aussi entre guillemets, d'avoir une base solide ou qu'on mange, entre guillemets, biologiquement, physiologiquement bon pour soi, pour son organisme, nous permet aussi de s'autoriser à faire des écarts, bien sûr, et aussi de comprendre lorsqu'on a des écarts qui nous font des dérangements, de se dire à quoi, entre guillemets, c'est un petit peu dû et du coup, ça passe beaucoup plus facilement parce qu'on sait comment le rééquilibrer et le réajuster derrière. Mmh. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est cette vision aussi de l'assiette type qu'on doit avoir au niveau, équilibre entre céréales, légumes, protéines. C'est, et mon repas type idéal que quand j'ai pas le courage de me faire à manger, je sais que je me fais celui-là, c'est un protocole, je fais ça, ça, ça. Heu, donc du ça m'a vraiment aidé parce que c'est vrai que quand on est trop fatigué, on arrive en fin de journée, cuisiner devient difficile à cause de la fatigue. Parce que même si on on a, un équilibre dans notre vie, il y a aussi cette notion de, bah, j'ai envie de faire ça. J'en ai conscience en tant qu'autiste. Je sais que ça va me fatiguer, mais je veux le faire quand même parce que ça va m'apporter, heu, du plaisir autre. Mais en rentrant, du coup, on a le contre-coup et ça, c'est difficile de pas l'avoir et là, bah, il faut manger. «Ah, mais je suis trop fatiguée, mais il faut manger». Je ne sais pas quoi manger, j'arrive pas à réfléchir, lenteur cognitive et là, du coup, d'avoir eu cette notion, cette éducation par rapport à l'assiette type et au repas type que je me pose pas la question, je le fais, ça a été mais ça a changé ma vie. Je sais que maintenant, quand je peux manger équilibré, peu importe mon état cognitif, ma fatigue et tout ça. Mmh. Donc et il y avait une chose aussi que tu m'as modifiée, ça a été les produits laitiers. Quand nous avons commencé, j'avais mal dans toutes les articulations. Et tu m'as fait faire des cures sans produits laitiers Mmh. et ça veut pas dire supprimer de ma vie, mais voilà, des cures sans de 3 semaines, j'avais commencé à avoir des améliorations. Je me souviens, je rêvais d'un verre de lait et j'ai repris tout doucement, ça j'avais fait 3 cures en tout sans produits laitiers, 3 fois 3 semaines et aujourd'hui, je peux manger des produits laitiers sans avoir mal dans mes articulations. Du coup, j'en ai réintroduit un petit peu. Donc, au lieu des litres entiers de lait que j'adorais boire, heu, je mange quand même des pizzas avec, du fromage dessus et je n'ai pas de conséquences. Ça, c'est bien, ça, c'est cool. Donc, Mmh. c'est voilà, il y a un équilibre par rapport à ça et je ne l'ai pas supprimé du coup, j'en ai un petit peu, Mmh. beaucoup moins qu'avant, parce que j'aime le fromage aussi. Mmh. Et donc c'est pas une a voilà, j'ai pu trouver cet équilibre-là. Voilà, ça montre l'important de la dose, de la quantité et puis aussi ça apprend à se connaître soi-même, à s'écouter pour savoir comment, notre corps, réagit en fonction de notre alimentation
Et du coup aussi par rapport à ce que tu disais avant, c'est important aussi pour moi de donner des conseils vraiment individualisés et adaptés à votre mode de vie et puis les contraintes personnelles de chacun, parce que sinon ça sert à rien de donner des choses qui ne sont pas faisables. Mais du coup, ça va aussi à l'organisation de ces repas pour que ce soit réalisable concrètement, quoi. Oui. Et donc ça, c'est nos contacts. Tu avais parlé d'un Google Form? Oui. Oui. En commentaire, du coup, on mettra nos contacts si vous souhaitez nous contacter pour échanger sur des problématiques et également un Google Form si vous voulez répondre à Est-ce que tu peux nous remettre nos visages? Oui. Et me passer le lien par mail, je vais le mettre dans le chat. Le partage est bien arrêté là? Oui, c'est bon. D'accord. Oui, attends. Non, pas le partage, parce que c'est par rapport. C'est bon. Oui, c'est bon, tu es revenu. Tiens, tu me l'envoies par mail et moi je vais. Oui. J'avais oublié de le récupérer. C'est comme ça, je le mets directement dans le chat. Mais je peux le faire. Ah oui, Colette a dit, j'en profite, je vais le lire. L'effet du sucre est un peu éclairé dans cette conférence. L'hypoglycémie, troubles de l'humeur, énervement, alcoolisme peuvent avoir une grande influence sur le parcours TSA. Oui. J'ai moi-même arrêté totalement l'alcool, même pas une bière de temps en temps, parce que j'ai remarqué que le lendemain, souvent, j'ai un coup de blues. Du coup, là, je suis depuis janvier, zéro alcool. Ça, c'est une démarche personnelle. Alors, je ne sais pas du tout si l'alcool a des études sur le moral, mais, voilà mais c'est juste un constat personnel. Zéro sucre avant 12 heures ou mieux 16 heures est salutaire. Ah, ça, c'est une question. Pardon. J'ai pas entendu la question. Colette dit zéro sucre avant 12 heures ou mieux 16 heures est salutaire. Oui. C'est après ce que tu m'avais expliqué. Oui, c'est en notion de chrononutrition. C'est intéressant d'avoir du sucre plutôt en fin de journée à partir de 16 heures et d'éviter avant pour plein d'autres choses, enfin plein de choses, notamment, je peux donner l'exemple des neurotransmetteurs. La synthèse, je vais partir là. La synthèse. Oui. La synthèse de sérotonine, donc qui va apporter la mélatonine et du coup qui est importante en fin de journée. Du coup, se fait par l'intermédiaire, donc on en a besoin en fin de journée. Et si on a une présence de sucre en fait dans l'organisme, ça fait un petit peu un leurre où qu'on va pas on va pas produire de la dopamine. Donc la dopamine, on en a besoin le matin pour faire un starter. Donc la dopamine, on en produit le matin. Mais si on a la présence de sucre, ça va éviter de produire de la dopamine et on va favoriser la production de sérotonine pour que la sérotonine puisse passer en fait la barrière hémato-encéphalique. Elle a besoin de sucre. Et donc, du coup, si on a du sucre le matin, du coup, on va fabriquer de la sérotonine à la place de la dopamine. Du coup, on a un petit coup de barre à 11 heures en plus de faire d'avoir de la glycémie qui va aussi faire du yo-yo. Et du coup, voilà, on favorise plus le sucre en fin de journée. Et Colette nous précise sucre y compris fruits,
fruits Oui. secs et autres jus de fruits, même purs fruits. Voilà. Donc, Le sucre, c'est tout type de sucre, même les fruits, parce que les fruits sont du sucre, c'est du fructose. d'accord. Hurluberlu, oui, l'alcool est un oxylytique, mais avec un effet rebond opposé. Et en cas de dépendance et d'excès, c'est la cata. Alors, dans mon cas, j'ai pas de dépendance, c'est juste une bière. J'ai le rebond juste avec une bière. J'en bois une tous les 3 mois et elle me suffit pour avoir cette chute le lendemain. Non, mais j'ai fait, mais c'est bref. On a tout plein de remerciements. Je suis en train de remonter un petit peu. Astrid nous dit: «Bravo pour la qualité de la conférence, les diapos sont claires et précises». Donc bravo Karine, c'est toi qui as fait le plus gros du boulot au niveau des diapos. Merci. Ah oui, sujet complexe. Conférence très intéressante. Merci pour les conseils pratico-pratiques, très pertinents pour rééquilibrer la flore digestive impactée par le stress et l'anxiété. Merci Astrid pour tous ces remerciements. Donc, Uluberlu aussi, merci beaucoup à vous deux. J'ai appris, revu des choses essentielles. Il faut que je revoie le live depuis le début. Bah, ça tombe Oui, bien. je pense qu'il y a beaucoup d'informations, c'était très dense aussi, pour essayer de tout expliquer. Donc, Nick aussi nous remercie. Merci à vous deux. Je garde précisément vos coordonnées qui me seront précieuses. Et je parlais de commentaires tout à l'heure, mais je vais les mettre en commentaire de la rediffusion là, qu'il y aura. J'ai dit dans quelques jours. Dans quelques jours? Ok. De toute façon, on Donc, enverra un mail. on enverra un mail voilà, quand elle sera disponible. Et voilà. Donc, j'ai le lien du Google Form. Alors, tu nous expliques à quoi correspond ce lien, s'il te plaît, Karine? C'est un lien pour un questionnaire de satisfaction, d'évaluation de la conférence et puis pour nous permettre d'améliorer ou d'avoir des suggestions si ce format vous a plu et que vous souhaitez d'autres types de sujets. Et vous pourrez retrouver également nos coordonnées de contact si vous souhaitez nous contacter. D'accord. Donc, si vous avez des questions, je crois que ça fait gauche. Ok, merci pour cette précision. Ok, bon. Miko nous dit merci, super belle initiative, bravo. Donc, merci pour tous ces remerciements. Merci. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un décalage entre ce que l'on dit et le live. Donc, j'ai peut-être lu le commentaire avant que ça s'affiche, je ne sais pas. Alors, Bonne question. Mick O nous demande comment adapter son alimentation. Dans le cadre d'un enfant avec TSA. Ah, j'ai pas eu la suite. Ah, dans le cadre d'un enfant avec TSA, comment... Alors, j'ai pas vu juste au-dessus. J'ai envie de demander à Mick O, est-ce que cet enfant accepte de manger de tout? Est-ce qu'il y a des difficultés? Donc, c'est un enfant de 7 ans venant d'être diagnostiqué, parce que souvent, les enfants, c'est très compliqué. Je vois... Alors, je vais te laisser répondre, je vais donner mon expérience par rapport à ma fille de 14 ans, qui mange pas du tout de plats cuisinés. Elle mange de la viande et des choses crues. Donc là, elle a 14 ans. J'arrive à la faire tout doucement évoluer, mais il y a une rigidité par rapport à ça et c'est extrêmement complexe. Et donc, du coup, ça a été un chemin très, très complexe. Alors, Mick précise qu'il mange pas du tout, semble-t-il. Pas de tout. Ah, pas de tout. Donc, comment faire par rapport à un enfant autiste de 7 ans qui ne mange pas de tout? Karine, est-ce que tu aurais un conseil? Là, j'irai voir en fonction de ce qu'il mange
quel type d'aliment il va manger ou pas manger. Dans l'exemple que tu prenais par exemple de ta fille qui mangeait que du cru, du coup ça va être essayer d'apporter d'autres aliments mais crus, d'aller vers ce que l'enfant aime, ou est moins rigide, en essayant d'apporter une diversité d'éléments qui vont être sous la même forme ou sous la même contrainte, avec des choses qui peuvent avoir des apports différents. Miko a précisé, doit-on commencer à réduire le gluten et les produits laitiers, par exemple, et il dit bien réduire. Enfin, ce serait à étudier, à voir pour voir par quoi remplacer et comment pour garder quelque chose de global. Voilà, de faire une assiette globale. Ça peut être intéressant de commencer par de toute manière varier. Donc, du coup, il y en aura moins. Ou je dirais que c'est un peu du cas par cas, donc c'est toujours mes difficultés. Tu manques peut-être de précision pour pouvoir donner un conseil précis. C'est quelque chose qu'il faut que tu étudies beaucoup plus en profondeur. Ouais, voilà, ça nécessite de voilà, je peux pas dire catégoriquement, oui ou non. Ça nécessite de faire quelque chose de plus global et surtout de dire, bah, par quoi, remplacer ou alterner. C'est surtout ça qui est aussi important. Attention de ne pas enlever quelque chose qui Pas pourrait créer être de bénéfique. carence à côté ou de manque, autant au niveau de l'énergie qu'au niveau gustatif aussi. Tout à l'heure, tu parlais au niveau des microbiotes, tu parlais du sucre, des aliments transformés, je ne sais plus le troisième. Donc, est-ce que ce ne serait pas ça qu'il faudrait justement prioriser? Ça va dépendre. Enfin, c'est très compliqué parce que chaque cas est différent individuellement. D'accord, ok. Euh, et du coup, c'est en globalité. Et du coup, comment va se faire la priorité entre le sucre, le gluten ou les produits ultra transformés? Ça va dépendre de la quantité et de ce que la personne mange. Si la personne mange, je vais dire exprès pour caricaturer, 90% uniquement de produits ultra transformés ou de gluten et qu'on voit qu'il y a une répercussion sur sa santé, on va aller progressivement, oui, voir sur cet axe-là. Maintenant, si c'est un axe qui est que de 10% de l'alimentation, mais que il y a énormément, par contre, de produits laitiers qui sont là, très présents. On va aller peut-être voir ce qui se passe au niveau des produits laitiers. Donc, ça va... C'est très complexe. C'est... Ok. Je suis désolée de donner une réponse pas très précise, mais c'est un peu... Bah, c'est ça la difficulté, en fait, c'est que c'est un peu c'est du que cas. tu as besoin d'infos pour pouvoir répondre. Beaucoup plus d'infos. Il y a Vidéotrain qui nous remercie, qui dit merci beaucoup, ce fut très instructif et de qualité. Et Miko qui précise, extra, je comprends, mille merci. Si, vous êtes parfaite. Oh, merci. Après, je serais ravie de pouvoir répondre à cette question plus en détail avec la personne en individuel. Là, ce sera plus facile pour avoir tout le contexte. D'accord. Parce qu'il y a tout l'environnement aussi qui est à prendre en compte. Bon, Voilà. je crois que s'il n'y a plus de questions, nous allons conclure. Et merci beaucoup d'avoir été présent, nous avoir écoutés, d'avoir posé vos questions, d'avoir été intéressés. Voilà, et les remarques étaient très, très intéressantes. Et merci à Karine aussi de nous avoir fait part de tout ça, qui est très utile justement pour pouvoir rééquilibrer nos vies. Il y a Miko qui précise, j'en parle aux parents et je vous les envoie. Merci à vous, belle soirée, un réel plaisir.
et plein d'infos utiles. Donc, bah, merci à vous et je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir, Karine. Merci à tous et merci Céline.